Bienvenue dans toutes les France. Pourquoi de jeunes enfants de la République, de jeunes adolescents, de moins jeunes décident d'opter pour le combat djihadiste? Pourquoi et comment? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste du monde arabe et de l'islam en France, plus particulièrement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous venez d'écrire un ouvrage qui s'appelle Passion française, les voix des cités, aux éditions Témoins Gallimard, et des cités, évidemment, il en sera question pendant cette émission. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Bélir Nabli, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez écrit Comprendre le monde arabe, publié aux éditions Armand Collin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Toutes les France. De l'autre côté de notre plateau, Marc Ecker, vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Politique étrangère, qui est une revue trimestrielle. Vous avez écrit Intifada française, de l'importation du conflit israélo-palestinien aux éditions Ellipse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, David Thompson, vous êtes journaliste à RFI, Radio France Internationale. Vous avez été correspondant pour la chaîne d'information internationale France 24 en Libye et en Tunisie, où vous avez aussi rencontré quelques prétendants au djihad. Et vous avez écrit un ouvrage qui a fait grand bruit récemment, Les djihadistes français, publié aux éditions Les Arènes. Alors, le profil de ces djihadistes, est-ce que vous avez pu, à travers les témoignages que vous avez récoltés dans votre ouvrage, avoir une idée de, il n'y a pas de profil type, mais des personnalités qui décident d'opter pour ce voyage, parfois sans retour? C'est assez difficile de dresser le profil type des jeunes Français qui partent combattre en Syrie, parce que, évidemment, la plupart ont effectivement grandi en banlieue, mais j'ai aussi rencontré, par exemple, une femme qui est partie avec sa petite fille et son mari combattre en Syrie, et elle s'était convertie alors qu'elle était catholique. Ils sont partis vivre, combattre la femme et la fille? Parce que le djihad en Syrie est un djihad familial, c'est une des particularités du djihad en Syrie actuellement. Et cette jeune femme avait grandi à la campagne, elle s'était convertie toute seule derrière son ordinateur sans jamais avoir rencontré un seul musulman. J'ai rencontré des jeunes qui étaient parfaitement insérés dans la vie active, qui avaient un travail, un prothésiste dentaire par exemple. J'ai même rencontré un ancien fonctionnaire de police qui a ensuite été révoqué après sa conversion. Lui était d'origine congolaise. Beaucoup de ces jeunes sont, la moitié des jeunes, j'ai travaillé sur un panel de 18 personnes, la moitié d'entre eux sont issus d'un milieu musulman mais non pratiquant. L'autre moitié sont des convertis, mais au sein de ces convertis, il y a quand même une prédominance de gens qui sont d'origine africaine subsaharienne, antillaise, et une minorité de Français issus du christianisme ou athées. Alors David Thompson démontre qu'il n'y a pas de profil type, Gilles Kepel, et que l'idée qu'on se fait de ces djihadistes qui sont désœuvrés, qui sont perdus, l'espèce de recours du désespoir, finalement, cette analyse semble fausse aujourd'hui. Pour l'instant, il faut être encore prudent, bien sûr, parce que les profils sont très intéressants, mais ils portent sur 18 personnes, donc il faut voir plus largement. Je crois que ce qui est très frappant, effectivement, c'est que ça s'inscrit à l'intérieur d'une mouvance qui s'est transformée au cours des dernières années. Moi, j'ai été très frappé avant cette enquête, donc qui était surtout sur les candidats aux législatives de 2012, qui m'a fait originaire de l'immigration. J'avais fait, il y a 2-3 ans, une enquête à Clichy-Montfermeil, et là, ce qui m'a frappé en 2 ans, c'est la progression des marqueurs du salafisme dans les quartiers populaires, si vous voulez. Vous avez un sentiment de rejet, de refus des valeurs de la société française qui s'inscrit dans une permanence, une perpétuation de l'exclusion sociale. Alors, mais ce refus intervient après avoir pratiqué, assimilé ces valeurs, ou il n'y a jamais eu de véritable intégration des personnes dont vous parlez? Mais ça peut être de tout, parce qu'il y a des gens qui sont des convertis, donc qui eux-mêmes ont été, même y compris issus de familles qui ont peut-être été déstabilisés, comme d'autres familles par ailleurs, mais on voit bien comment il y a une mouvance plus large, une mouvance, un esprit de salafisation, si vous voulez, qui généralement était globalement pacifique, c'est-à-dire n'allait pas dans l'affrontement avec la société française, et puis, à partir du moment où le mot d'ordre de partir au djihad en Syrie a été donné par des instances venant d'Arabie Saoudite et autres, vous avez eu une facilitation de ce basculement. Aujourd'hui, et on va voir comment ça va marcher, les Saoudiens font machine arrière, parce qu'un certain nombre de jeunes Saoudiens qui sont partis en Syrie
ont déclaré là-bas le régime saoudien est un régime pourri, il faut le combattre, etc. Donc aujourd'hui, les Saoudiens font machine à rien. On va voir ce qui va se passer. Mais le milieu est très clivé là-dessus. Par exemple, vous avez l'extrême droite qui pêche en milieu musulman, comme les gens qui sont autour d'Alain Soral, Dieudonné, etc., qui eux sont plutôt favorables à Bachar el-Assad. Ce qui est l'une des raisons peut-être pour lesquelles, en France, on a relativement moins de djihadistes en proportion qu'on en a en Belgique, par exemple, puisque les milieux radicalisés sont assez clivés. Certains sont pour le djihad en Syrie, d'autres considèrent qu'il faut être d'abord contre Israël et que la Syrie et l'Iran sont les principaux ennemis d'Israël. Juste une précision sur ce que vous disiez. Vous parlez d'institutions étatiques, étrangères, appelant au djihad, c'est-à-dire organisant l'enrôlement de jeunes Français pour aller en Syrie? Non, c'est un mot d'ordre global qui est donné, si vous voulez, et c'est ce que disait M. Thomson tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comme par exemple dans le cas de la Bosnie ou l'Afghanistan, vous avez des grands oulémas qui sont révérés par les djihadistes, qui justement lisent leurs fatwas sur Internet, comme celle de cette jeune fille que vous mentionniez tout à l'heure, qui disent mes frères, il faut aller en Syrie, c'est une obligation pour tout musulman. Il faut défendre les musulmans qui souffrent, c'est ce qu'on appelle le djihad de défense, qui est perçu dans l'idéologie islamique comme une obligation pour tout le monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez en termes théologiques les femmes et les enfants qui partent. Vous voyez, c'est pas comme un djihad offensif où on va simplement au combat pour conquérir la terre des infidèles. Là, il faut défendre la terre des infidèles. Et pour les oulémas qui s'en réclament, vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, même pas à vos parents, si vous êtes mineur. Donc, et ça s'articule assez bien, justement, avec ces cas qu'on a vus, par exemple, à Toulouse récemment, où on avait des gamins adolescents qui partaient. Après, ça recoupe d'autres choses, des crises identitaires, des crises adolescentes, ça, on en parlera. Mais vous voyez, il y a des éléments très complexes qui s'imbriquent dans un système global qui est celui d'exclusion sociale et dont on a vu encore les résultats avec les municipales françaises tout récemment. Marc Ecker, sur l'évaluation du phénomène, ou ce qu'on peut appeler un phénomène, un petit nombre, relativement, mais des conséquences qui seraient catastrophiques, notamment en cas de retour pour commettre par exemple des attentats. Oui, vous n'avez pas besoin d'une armée pour commettre des attentats, il suffit de quelques personnes. On parle d'un petit nombre, mais un nombre qui n'est pas si petit que ça et qui continue de croître. On parle actuellement d'environ 700 Français, et il faut remettre ce chiffre en perspective. Exclusivement en Syrie ? Exclusivement en Syrie, bien sûr, un chiffre à prendre avec précaution, mais enfin c'est un ordre de grandeur. Exclusivement en Syrie. Et si on parle des filières djihadistes du passé, il y a eu bien sûr le djihad en Afghanistan dans les années 80, ensuite le djihad en Bosnie, le djihad en Tchétchénie, le djihad en Irak, puis à nouveau d'ailleurs l'Afghanistan. On est sur des chiffres totalement différents. Je vous donne juste un chiffre, de 1990 à 2010, donc avant le début de la guerre en Syrie, il y a eu 175 djihadistes français qui sont rentrés en France et qui ont eu des problèmes avec la justice française. Alors là, on parle de 700 djihadistes, 700 personnes, 700 Français, 700 Françaises présents en Syrie. Il ne s'agit pas de personnes qui, pour le moment, ont des problèmes avec la justice française, mais c'est quand même juste pour vous montrer la différence de niveau. Entre 175 d'un côté et 700, on est dans une ampleur totalement autre, ce qui pose tout un tas de problèmes qu'on va sans doute évoquer tout à l'heure, notamment des problèmes de moyens pour suivre ces personnes. Phénomène également européen ? Phénomène européen. On parle d'environ 2000 occidentaux qui seraient sur place, et puis plus largement, phénomène mondial qui touche beaucoup le monde arabe. Les plus gros contingents viennent a priori d'Arabie Saoudite, de Tunisie, de Libye, et on parlerait en tout d'environ 12 000 combattants étrangers présents en Syrie du côté de l'opposition à Bachar el-Assad. William Nabli, vous y voyez une contradiction par rapport au recul des idéologies islamistes après les révolutions arabes ou dites révolutions? En tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, c'est un phénomène qui est significatif par rapport au malaise qui est prégnant dans les sociétés européennes, et un malaise qui ne touche pas que les enfants d'immigrés, puisqu'ils sont plutôt visés dans un premier temps, et puis une fois qu'on vise plus précisément, qu'on a une focale sur le profil de ces djihadistes, on se rend compte que les profils sont beaucoup plus diversifiés. Oui. Donc,
ce qui est assez logique avec le malaise qui frappe nos sociétés et qui ne porte pas que sur les enfants d'immigrés, d'une certaine manière. Plus largement, on parle de l'espace franco-français, de l'espace européen, mais le phénomène des djihadistes qui partent en Syrie, c'est un phénomène plus global. Le monde arabe est frappé également par ce phénomène. Je pense notamment à la Tunisie qui a connu durant sa transition, qui n'est pas terminée, une séquence politique extrêmement intéressante parce que les islamistes d'Ennahda étaient au pouvoir et l'opposition les a notamment attaqués sur leur incapacité à retenir une jeunesse qui était désespérée et désenchantée par rapport à la révolution et qui se tournait notamment vers la Syrie et vers cette porte vers un idéal, une forme d'espoir, etc. Alors comment justement s'opère ce voyage à la frontière turco-syrienne? Regardez. À 200 mètres à la sortie du village turc de Guveci, au bout de ces champs, la terre syrienne et ses premières habitations. Guveci est une base arrière pour les combattants islamistes. Ici, la frontière est poreuse, facile à traverser malgré les miradors de l'armée turque. Eux sont syriens. Ils combattaient il y a quelques jours encore à Alep. Moi, je veux savoir pourquoi tu veux nous interroger. Méfiants au premier contact, les langues de ces hommes se délient très vite, jusqu'à nous montrer les vidéos de leurs combats, auxquels prennent part, selon eux, de nombreux étrangers. Celui-là est mort. Il venait de Tchétchénie. Moi, j'en ai vu d'Allemagne, de Belgique. En fait, tous les pays du monde sont représentés. Moi, j'en fais passer tous les jours, par ici, par ce village. À 40 km de la frontière, la commune de Rayanli. Cette ville est devenue un lieu de passage pour les combattants étrangers dès leur arrivée en Turquie. En ville, quelques boutiques vendent du matériel pour les candidats au djihad. Treillis, talkie-walkie, lunettes de précision pour fusil et ses vêtements aux slogans islamistes. Mais ici, officiellement, le conflit syrien n'existe pas. Non, non, je ne veux pas parler aux journalistes, c'est interdit. Tout ce que je vends ici, c'est pour la chasse, pas pour la guerre. Le lendemain, à l'aéroport voisin d'Ataï, nous rencontrons ce Syrien de 23 ans, blessé par balle au ventre. Il s'apprête à rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais avant de s'envoler, Hamidi nous montre la photo d'un jeune Français de 17 ans qui serait mort, à ses côtés, dit-il, les armes à la main. Le voici ici, au centre. Abou Malik, le Français, est arrivé en Syrie il y a 4 mois. Il a rejoint notre brigade islamique. Il a appris la langue arabe. Il a étudié le Coran. Il s'est entraîné militairement dans l'un de nos camps. Et ensuite, il a participé au combat jusqu'à sa mort. Malgré ses blessures, Hamidi l'assure, une fois rétabli, il reprendra les armes en Syrie.